Bonjour à tous et bienvenue sur Doctissimo pour votre minute santé consacrée aux médecines douces. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Serge Rafal, médecin généraliste et spécialisé en médecine douce. Et tout de suite, nous écoutons la question de Jean-Marc. Jean-Marc, 30 ans, se demande comment un médicament homéopathique peut être efficace alors qu'il n'y a pratiquement pas de produit actif dedans. Alors déjà, rappelons le principe de l'homéopathie qui a été mis au point par un médecin allemand au XVIIIe siècle et qui était plutôt audacieux pour l'époque, puisque ce médecin s'était rendu compte que certains médicaments à des fortes doses déclenchaient une maladie, et lorsqu'on diluait ces médicaments, au contraire, ils guérissaient cette maladie. Alors je schématise un peu, mais c'est ça, c'est la loi des similitudes, alors que l'allopathie, c'est la loi des contraires. Des contraires, voilà. Vous avez parfaitement résumé l'homéopathie. Donnez-nous un exemple concret, par exemple. Hahnemann donc, avait fait l'étude avec le médecin allemand qui a mis au point l'homéopathie. Voilà, qui est enterré à Paris, là, au Père-Lachaise, d'ailleurs, qui finit sa vie à Paris. Pour l'époque, c'était effectivement très très novateur, puisque c'est une médecine expérimentale. Il décide d'expérimenter sur lui et sur ses proches, en fait. Un exemple concret. Vous allez prendre, je ne sais pas, l'abeille, là par exemple, on va prendre un produit qui est un produit simple, ou le café, par exemple, sur des troubles du sommeil. Donc vous allez prendre du café à forte dose, ça va vous empêcher de dormir. Le médicament des troubles du sommeil, un des médicaments des troubles du sommeil en homéopathie, c'est du café très très dilué, coffea. Comment peut-on expliquer scientifiquement l'efficacité de ces médicaments homéopathiques à des dilutions aussi infimes? Et d'ailleurs, certains détracteurs de l'homéopathie vous disent que ça ne peut avoir qu'un effet placebo. Alors qu'est-ce que vous leur répondez? L'homéopathie, de tout temps, a été la locomotive de ce qu'on peut appeler les médecines douces, et c'est celle qui a concentré, en fait, qui a servi de paratonnerre, c'est elle qui a concentré toutes les techniques. Parce que c'est vrai que si jamais on essaye d'être rationnel, à partir du moment où il n'y a pas de principe actif, on se dit, comment ça marche. Alors il n'y a pas de principe actif, probablement il n'y a pas de toxicité, mais peut-être l'information n'est pas une information pharmacologique. Vous vous souvenez, peut-être il y a quelques années, le professeur Benveniste avait parlé de la mémoire de l'eau, je trouvais la formule très jolie. Peut-être que le message homéopathique n'est pas un message clé-serrure. Autrefois, pour ouvrir votre porte, vous utilisiez une clé. Là maintenant, vous avez une télécommande, et peut-être que le message homéopathique est simplement un message électromagnétique, par exemple. C'est ce que pense Montagnier, quelques autres. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de certitude sur le fonctionnement scientifique de l'homéopathie. Non, intellectuellement, ça dérange, parce qu'effectivement, vous avez un médicament qui est au-delà du nombre d'Avogadro, donc en principe, il n'y a pas de matière dedans, il n'y a plus de principe actif. Mais l'expérience pour nous, médecins de terrain, a montré que quand même, l'homéopathie reste efficace, vous le disiez. L'homéopathie est souvent mal connue. Certains la considèrent comme une médecine douce, d'autres pensent qu'elle est à base de plantes, d'autres encore disent qu'elle n'a aucun pouvoir. Alors, que penser de tout cela? Tout d'abord, rappelons quelques points essentiels sur notre médecine actuelle. Les médecins occidentaux, avant de commencer à exercer, prononcent le fameux serment d'Hippocrate. Ce père de la médecine occidentale préconisait entre autres la guérison par son contraire. Contraria, contraris, curantur. C'est ce sur quoi se base la médecine occidentale dite allopathique. Par exemple, vous avez une infection due à des bactéries, le médecin vous préconisera des antibiotiques qui tuent les bactéries. Vous avez une inflammation et il vous prescrira des anti-inflammatoires. C'est toujours anti. Mais Hippocrate a proposé bien d'autres chemins pour guérir, notamment similia similibus curantur. Les semblables se guérissent par les semblables. C'est-à-dire qu'à l'inverse de l'allopathie, la guérison s'effectuera avec une substance provoquant les mêmes symptômes que la pathologie à soigner. Par exemple, un malade atteint d'un empoisonnement à l'arsenic pourra être soigné par admission de doses d'arsenic infinitésimales toutefois. Ceci est un des piliers de l'homéopathie. La substance administrée doit l'être à une dose très petite. C'est pour cela que les médicaments homéopathiques sont dilués. Ce sont les fameux CH que l'on retrouve sur les boîtes. CH signifie centésimale anémanienne. Il indique le type de dilution utilisée. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques de la dilution, mais vous donner quelques exemples
pour que vous saisissiez l'échelle de grandeur. Par exemple, un médicament sur lequel est inscrit 4CH, c'est un peu comme si vous vidiez un verre de bière dans l'équivalent de 10 piscines olympiques. Ouais, c'est une sacrée dilution. Mais il en existe de bien plus grandes. Un autre exemple, 9CH. C'est comme si vous diluiez 1 mètre cube de produit dans la totalité des océans de la Terre. Et c'est souvent là que les détracteurs lèvent le doigt et disent que l'homéopathie n'a pas plus d'effet qu'un placebo. En effet, au premier abord, lorsque l'on voit de telles dilutions, on se dit qu'il ne reste plus rien de la substance d'origine, pas même une molécule. Alors, s'il n'y a rien, ça ne peut pas fonctionner. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire quelques mots sur la découverte du professeur Jacques Benveniste, découverte qui nous expliquerait comment fonctionne l'homéopathie. En 1980, Jacques Benveniste, qui est chercheur à l'INSERM, se lancera dans une série d'expériences assez étranges sur la mémoire de l'eau. Son travail de recherche ne reposait pas sur les règles ordinaires de la biologie dite classique, mais selon les normes de la physique quantique. En biologie classique, l'action d'une molécule se fera toujours par le contact de diverses molécules entre elles. Or, en physique quantique, une molécule peut devenir à la fois une particule et une onde. On passe ainsi de l'atome au quantum. À cette échelle de l'infiniment petit, tout devient information quantique. C'est la fréquence et la vibration qui déterminent la nature de la molécule. À l'échelle de la physique quantique, la matière telle que nous la connaissons n'existe plus. Nos atomes et molécules deviennent des fréquences d'information. C'est bien sur cette fréquence vibratoire de la molécule que notre chercheur Jacques Benveniste orientera ses travaux. Pour réaliser ses expériences sur la mémoire de l'eau, notre chercheur va travailler sur le principe de la dilution qui est aussi celui de l'homéopathie. Benveniste démontre que si l'on met en contact une molécule avec de l'eau, puis qu'on retire cette molécule par dilution, à la 24e dilution, ce qui reviendra à diluer la goutte d'ADN initiale dans tout l'océan Atlantique, il restera une empreinte électromagnétique de la molécule de base. Sa conclusion est que l'eau peut émettre et capter des ondes, donc des informations. La découverte de Jacques Benveniste sera finalement ridiculisée par l'ordre des scientifiques, qui ne verront dans ses résultats qu'une simple supercherie. La revue Nature, l'accusant de tricherie, ira jusqu'à faire venir un spécialiste de la prestidigitation pour démontrer la supercherie. Cette acquisition de la science officielle aura eu raison de Jacques Benveniste, qui décédera en 2004 épuisé par son combat. Et en 1980, pendant que Luc Montagnier découvrait avec Françoise Barré-Senoussi le VIH, un virus responsable du sida, notre chercheur Jacques Benveniste, lui, avait déjà commencé ses expériences sur la mémoire de l'eau. Mais bon, sa mort en 2004 stoppera net ses travaux. C'est le prix Nobel Luc Montagnier qui, ayant eu connaissance de ses expériences sur la mémoire, en reprendra les recherches. Dès la première expérience sur le plasma sanguin de malades infectés par le virus du sida, il détectera assez rapidement l'empreinte des ondes électromagnétiques dont parlait Jacques Benveniste. Luc Montagnier voulait savoir si cette mémoire ou information quantique que l'on retrouve dans la mémoire de l'eau ne pouvait pas être retrouvée dans le sang. Dans 2 publications datant de 2009, son équipe va découvrir une propriété inédite de l'ADN, des agents infectieux. Les bactéries dans un cas et le VIH dans l'autre. Luc Montagnier, qui se basera sur les travaux de Jacques Benveniste, émettra l'hypothèse que des bactéries seraient impliquées dans l'autisme et d'autres maladies chroniques. L'ADN, d'après lui, induirait des sortes de nanostructures dans l'eau qui émettraient des ondes électromagnétiques de basse fréquence après dilution. Les recherches sur la mémoire de l'eau permettraient ainsi de détecter les maladies grâce à la présence de signaux électromagnétiques d'origine microbienne dans le sang. Et toutes ces expériences sur l'empreinte électromagnétique des molécules nous conduiront progressivement vers la biologie dite numérique. Lors de l'une de ces expériences réalisées par le docteur Luc Montagnier, des molécules d'ADN d'un patient affecté par le VIH, hautement diluées dans de l'eau stérile, avaient été placées sur un capteur d'ondes électromagnétiques relié à un ordinateur. Le signal obtenu numérisé était ensuite envoyé par mail à l'université de Sannio de Benevento en Italie. Et après avoir exposé un tube d'eau pure à ces ondes numérisées, l'équipe transalpine utilisera la PCR. C'est une technique assez révolutionnaire qui permet de répliquer une séquence d'ADN.
Et contre toute attente, eh ben, une molécule identique à 98% à l'original parisienne qui avait été mise via le réseau Internet avait bien été reconstituée dans la solution d'eau pure. Et cela grâce au transfert numérique et par l'intermédiaire du champ magnétique. L'eau aurait donc bien une mémoire. Et les ondes électromagnétiques auraient les mêmes propriétés que la matière qui les a émises. Affirmer qu'une molécule peut rester active même quand elle n'est plus physiquement présente dans l'eau, voilà une loi de la physique qui avait heurté la communauté scientifique. Surtout pour la médecine officielle qui tôt ou tard devra admettre l'efficacité des traitements dits homéopathiques, dont le principe actif reposerait sur cette mémoire de l'information quantique qui serait véhiculée par les molécules. Et à ce sujet, en janvier 2009, Luc Montagnier publiera un article avec Jamal Aïssa, ancien collaborateur de Jacques Benveniste, dans lequel il montrait que certaines bactéries émettaient dans des solutions aqueuses un signal électromagnétique spécifique comparable à ceux que Benveniste étudiait en 1996. Parce que Jacques Benveniste, lui, travaillait sur la mémoire de l'eau, mais le docteur Luc Montagnier voulait savoir si certaines bactéries émettaient aussi ce genre d'ondes électromagnétiques. Ces signaux restaient présents dans ces solutions à haute dilution alors qu'il n'existait plus la moindre molécule autre que de l'eau à de telles dilutions. Et ainsi, en filtrant bactéries et virus, on obtient une solution qui ne contient plus aucune structure vivante ni ADN. Pourtant, en 8 à 21 jours, cette solution présente à nouveau les virus ou autres mycoplasmes de départ. Plus on dilue et mieux le signal apparaît. Donc, dans l'homéopathie, on travaille sur la dilution des substances. Plus c'est dilué et plus le signal, du moins l'information, se manifeste. Donc si on fait disparaître cette substance par la dilution et qu'elle reste présente, c'est qu'il y a une information électromagnétique qui est restée dans l'eau. Et l'homéopathie en réalité travaille sur ces informations. Le travail de Jacques Benveniste en fait nous a permis de comprendre comment fonctionnait l'homéopathie. Mais ça va probablement développer une nouvelle médecine dans le futur, qui se basera sur le signal électromagnétique des maladies. Et dans certaines de mes vidéos, je vous avais parlé des découvertes de Georges Lakhovsky, qui avait mis au point un oscillateur multi-ondes qui travaillait sur des fréquences électriques, électromagnétiques, je dirais même. Et vous avez aussi les travaux sur la radionique faits par Albert Abrams, qui a mis au point un appareillage qui détruisait les virus juste en envoyant des signaux électromagnétiques, puisqu'il ciblait la fréquence d'émission du virus. Et il le détruisait en envoyant une autre fréquence. Je pense qu'il y a bien entendu, c'est l'oscillateur multi-ondes comme l'appareil de Albert Abrams qui avait été utilisé pendant un petit moment, ont été censurés par la médecine officielle. Puis, oui, il faut vous en douter. Les intérêts, parce que les laboratoires pharmaceutiques brassent des milliards, donc il y a beaucoup trop d'intérêts en jeu. Si demain on nous ramène 2 appareils qui guérissent la majorité des maladies, déjà le corps médical va s'écrouler en quelques temps. Oui, si on a des appareils qui émettent des ondes électromagnétiques pour détruire les maladies, ça ne sert à rien de faire des études de médecine. Tout ça, ça explique pourquoi ces appareils ont été mis de côté. Mais bon, leur principe de fonctionnement peut être remis à jour. D'ailleurs, certaines sociétés ont repris l'oscillateur multi-ondes de Georges Lakhovsky qu'ils vendent. Mais bon, la médecine préfère ne pas, du moins, préfère surtout censurer ses découvertes. Jacques Benveniste, c'est-à-dire les recherches de Jacques Benveniste, pourraient être liées à celles qui avaient été découvertes par Georges Lakhovsky et Albert Abrams. Vous liez les 3 chercheurs et vous obtiendrez la médecine du futur. Plus de médicaments, mais des appareils qui détruisent les maladies par des fréquences électromagnétiques. Ou des ondes électromagnétiques. Tout en bas de la vidéo, je vous mettrai un lien où vous verrez le professeur Jacques Benveniste parler de sa découverte sur la mémoire de l'eau. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.